soldats russes dont le courage a permis que la Crimée, au XVIIIe siècle, soit protégée par l'Empire russe. Sébastopol est une ville de légende, une ville forteresse et la fierté de la Russie et la patrie de la flotte russe de mer Noire. La Crimée, c'est Balaklava, c'est Kerch, c'est le courgan de Malakoff, des symboles précieux de la gloire militaire russe et d'un courage sans pair. La Crimée, c'est une alliance sans pareil, une alliance culturelle et traditionnelle de différents peuples. Et c'est en cela qui ressemble tellement à la Grande Russie. Et c'est pour cela qu'aucune ethnie ne s'est jamais diluée, n'a jamais disparu au sein de ce territoire. Les Tatars de Crimée, les Russes, les Ukrainiens ont toujours vécu et travaillé ensemble sur ce territoire tout en préservant leur langue, leur foi et leur identité. Près d'1,5 milliard de la population de Crimée sont russes. Beaucoup sont des Ukrainiens pour qui la langue russe est leur langue natale, qu'ils considèrent comme leur langue natale, et une grande partie de leur population est formée par des Tatars de Crimée. Le référendum a montré qu'ils souhaitaient se rattacher à la Russie. Il y a eu une période, en effet, pendant laquelle les Tatars de Crimée, ainsi que d'autres peuples de la Russie, ont subi des injustices cruelles. Je dirais juste une chose. À l'époque, beaucoup de personnes ont souffert des répressions, et avant tout des Russes. Aujourd'hui, les Tatars de Crimée sont revenus sur leur terre et je suis persuadé qu'il faut prendre toutes les mesures politiques, législatives qui s'imposent, qui définitivement réhabiliteront ce peuple, les Tatars de Crimée. Des décisions qui rétabliront leurs droits et leur réputation pleinement. Nous respectons pleinement toutes les nationalités qui vivent en Crimée. C'est leur maison, c'est leur patrie. Et je suis persuadé qu'en Crimée, et je sais que la population de Crimée s'est prononcée en faveur de cela, 3 langues officielles, le russe, l'ukrainien et la langue tartare. Chers collègues, la Crimée a toujours été et reste, en toute âme et conscience, de tous, une partie de la Russie. Cette conviction s'est transmise de génération en génération. Le temps, les circonstances n'ont pas pu l'étioler. Les difficultés de notre peuple au cours du XXe siècle n'ont pas pu éteindre cette conviction. Les bolcheviks, que Dieu les juge, ont rattaché à l'Ukraine, ont donné à l'Ukraine des territoires à l'Ukraine, et aujourd'hui, ce sont des territoires qui sont le sud-ouest de la Crimée. Et ensuite, dans les années 1900, a été donné à l'Ukraine et de Sébastopol, même si c'était une ville d'allégeance soviétique. C'est le secrétaire général du PCUS à l'époque qui avait été l'initiateur de ce don, Nikita Khrouchtchev. On ignore ses mobiles. Voulait-il se faire pardonner pour les répressions de masse en Ukraine dans les années 30? Voulait-il se mettre en bon terme avec l'élite ukrainienne? Laissons cette question aux historiens. Ce qui est important pour nous, c'est que cette décision violait les normes constitutionnelles en vigueur à l'époque. Cette question a été résolue dans les couloirs, entre soi. Évidemment, dans les conditions d'un État totalitaire, les habitants de la Crimée et de Sébastopol, on ne leur a rien demandé, on les a mis devant le fait accompli. Bien sûr, à l'époque, on se posait la question, comment se fait-il que la Crimée soit rattachée à l'Ukraine? Mais il faut le dire ouvertement, nous le comprenons tous, cette décision à l'époque était considérée comme une pure formalité, puisque ce transfert de territoire s'effectue à l'intérieur d'un grand pays. Il était inconcevable à l'époque que l'Ukraine puisse se dissocier de la Russie, que cela puisse être des États différents. Mais
C'est un fait qui s'est accompli. Ce qui était inconcevable est devenu réalité. L'URSS s'est démantelé et les événements ont été si rapides que peu de personnes à l'époque comprenaient le drame et les conséquences de ce drame. Beaucoup de personnes en Russie, en Ukraine et dans d'autres républiques espéraient que la CEI apparue à l'époque deviendrait une nouvelle forme d'État, de cohabitation, puisqu'on avait promis un espace économique commun, une monnaie commune, une armée commune. Mais tout cela sont restés des vœux pieux. Un grand pays a disparu. Et lorsque la Crimée s'est retrouvée dans un autre État, c'est alors que la Russie a senti qu'elle avait été non seulement dépossédée, elle avait été tout simplement volée. Il faut reconnaître, certes, que la Russie, en lançant ce défilement d'indépendance, de souveraineté, a contribué au démantèlement de la Russie, de l'Union soviétique. On avait oublié à l'époque la flotte de la mer Noire, on avait oublié Sébastopol. Des millions de Russes sont allés se coucher dans un pays et se sont réveillés le lendemain matin dans un autre pays. D'un seul coup, ils sont devenus des minorités ethniques dans des anciennes républiques soviétiques. Et le peuple russe, lui, est devenu l'un des plus grands, sinon le plus grand peuple du monde à être dispersé de cette manière. J'ai entendu les habitants de Crimée dire à l'époque qu'on les avait simplement balancés comme un sac de pommes de terre à quelqu'un. Force est d'être d'accord avec eux. La Russie avait à l'époque baissé la tête, elle s'était résignée. Elle s'est résignée face à cet affront. Notre pays était dans un état si déplorable qu'il n'était pas en mesure de protéger ses propres intérêts, mais les habitants ne se sont pas résignés, eux, à cette injustice historique. Les citoyens, des hommes politiques revenaient toujours à cette question pour dire que la Crimée était une terre historiquement russe et la Sébastopol une ville russe. Tout ça, nous le comprenions bien, nous le ressentions de cœur et d'âme, mais il fallait se fier aux nouvelles réalités et construire des relations en bon voisinage avec une Ukraine désormais indépendante. Et nos relations ont toujours été, le sont et le seront toujours. Ces relations avec le peuple ukrainien seront des relations de frère à frère. Aujourd'hui, on peut dire ouvertement, et je vais vous dire les détails des négociations des années 2000. À l'époque, le président ukrainien Kuchma m'avait demandé d'accélérer le processus de détermination des frontières russo-ukrainiennes. Ce processus avait été figé à l'époque. La Russie avait reconnu la Crimée en tant que partie de l'Ukraine, mais les négociations concernant la définition exacte des frontières n'avaient pas lieu. Comprenant toute la difficulté de ce processus, j'avais donné aussitôt l'ordre aux organes russes compétents d'activer ce travail de définition des frontières pour que chacun comprenne. En accédant à cette définition, nous reconnaissions de fait et en principe la Crimée comme territoire ukrainien. Nous coopérions avec l'Ukraine non seulement dans la question de la Crimée, mais aussi dans une question aussi compliquée que la détermination des eaux territoriales de la mer d'Azov et du détroit de Kerch. Tout cela, nous l'avions fait à l'époque, nous partions du principe que les relations avec l'Ukraine étaient essentielles pour nous et qu'elles ne devaient pas devenir l'otage de débats territoriaux. Mais nous comptions à l'époque sur le comportement en bon voisin de l'Ukraine. Nous comptions sur le respect des populations russes en Ukraine. Nous pensions que ces populations vivraient dans un état paisible et nous pensions que leurs droits seraient respectés conformément aux normes du droit international. Mais la situation a pris un autre tournant. On a cherché à plusieurs reprises à priver les Russes de leur mémoire historique et parfois de leur langue, de les assimiler de force. Et les Russes,
tout autant que d'autres citoyens ukrainiens souffraient d'une crise d'État permanente qui dure en Ukraine depuis plus de 20 ans. On comprend le désir de changement de la population ukrainienne. Ils en avaient marre de ce pouvoir, ils n'en pouvaient plus. Les présidents se succédaient, les premiers ministres, les députés se succédaient, mais leur attitude à l'égard de leur pays et de leur peuple restait la même. Ils saignaient le pays à blanc, ils recherchaient le pouvoir et la richesse en s'intéressant fort peu à la vie des gens simples. Ils s'intéressaient peu de savoir pourquoi des millions de citoyens ukrainiens ne voient pas d'avenir pour eux chez eux et quittent le pays dans une migration de travail. Je vous signale qu'ils ne partaient pas dans une Silicon Valley, ils allaient trouver des travaux les plus basiques. En Russie, ils étaient plusieurs millions et leur gain représentait plus de 20 milliards de dollars. C'est un énorme pourcentage du PIB ukrainien. Je vous le répète, je comprends très bien ceux qui sont allés au Maïdan protester contre la corruption, un gouvernement inefficace, la pauvreté, et se prononcer en faveur de la démocratie, d'élections légitimes. Les élections servent à cela, à changer un pouvoir qui n'est pas conforme aux vœux de la population. Mais ceux qui sont derrière les événements récents en Ukraine poursuivaient d'autres objectifs. Ce qu'ils préparaient, c'était un coup d'État, un nouveau coup d'État. Ils s'apprêtaient à s'approprier le pouvoir sans reculer devant rien. La terreur, des assassinats, des pogroms ont servi à cette fin. Ce coup d'État a été fait essentiellement par les mains de fascistes, de xénophobes, de russophobes et d'antisémites. Et ils continuent aujourd'hui à déterminer le cours de la nouvelle Ukraine. Ces soi-disant pouvoirs ont commencé par soumettre une loi de politique linguistique qui violait les droits des minorités nationales. Cependant, les sponsors étrangers de ces politiciens d'aujourd'hui, les surveillants de ces politiciens, on les a immédiatement rappelés à l'ordre. Eux, ce sont des gens indéniablement intelligents. Ils comprennent très bien quelles seront les conséquences d'une tentative de créer une nation ukrainienne ethniquement pure. La loi a été ajournée, mais manifestement de façon temporaire. Sa seule existence aujourd'hui, on y fait guère allusion en espérant que les gens auront la mémoire courte, mais on comprend très très bien quelles actions envisagent ces héritiers fascistes de Bandera qui avaient suivi Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi évident que l'Ukraine, pour le moment, reste privée d'un pouvoir exécutif efficace. On n'a pas d'interlocuteur. Une grande partie des organes du pouvoir ont été usurpés, pris par des imposteurs. Ces organes ne contrôlent pas la situation dans le pays et eux-mêmes, je le souligne, sont sous le contrôle de forces radicales. Certains ministres de ce gouvernement actuel n'accordent d'audience qu'à la permission des combattants du Maïdan. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la réalité aujourd'hui. Ceux qui étaient contre le putsch ont été victimes de menaces et de répression. Et bien sûr, la Crimée était la première en ligne. Cette Crimée russophone. Et c'est pourquoi les habitants de la Crimée en ont appelé à la Russie pour protéger leurs droits et même leur vie. Ne pas permettre ce qui s'est passé à Kiev, à Donetsk, en Kharkov et ce qui continue de se passer dans plusieurs villes d'Ukraine. Nous ne pouvions pas rester sourds à cet appel, nous ne pouvions pas abandonner la Crimée dans la détresse. Nous les aurions trahis si nous avions fait cela. Avant tout, il fallait aider à créer les conditions nécessaires pour une expression pacifique et libre de la volonté populaire, pour que
les habitants de la Crimée, pour la première fois dans l'histoire, puissent exprimer leur volonté de façon démocratique. Mais qu'entendons-nous dire de la part de nos partenaires européens et américains que nous violons les normes du droit international? Alors, c'est déjà une bonne chose qu'ils se soient souvenus de l'existence du droit international. Mieux vaut tard que jamais. Deuxièmement, et c'est la chose essentielle, qu'avons-nous donc enfreint, prétendument? Oui, le président de la Fédération de Russie a reçu le droit accordé par la Chambre haute du Parlement d'utiliser les forces armées russes en Ukraine. Mais il n'a pas encore usé de ce droit. Les forces armées russes ne sont pas entrées en Crimée. Elles s'y trouvaient déjà conformément à un accord international. Oui, nous avons renforcé notre présence militaire, mais je tiens à le souligner une fois de plus. Nous n'avons même pas dépassé le nombre réglementaire de nos forces armées, qui correspondent à 25 000 personnes. Ça n'était même pas nécessaire. Ensuite, en annonçant son indépendance et en organisant un référendum, le Conseil suprême de la Crimée a fait référence à la Charte des Nations Unies, qui détermine le droit des peuples à l'autodétermination. L'Ukraine elle-même, je tiens à le rappeler, en annonçant sa séparation de l'URSS, a fait exactement, presque textuellement, la même chose. En Ukraine, on a profité de ce droit qu'on refuse aux populations de Crimée. Pourquoi? Les pouvoirs de Crimée s'appuyaient également sur le précédent du Kosovo, que nos partenaires européens ont créé de leurs propres mains. Les situations sont parfaitement similaires. Et à l'époque, on avait reconnu la séparation du Kosovo de la Serbie comme étant parfaitement légitime, en démontrant clairement à tous qu'il n'y avait nul besoin de l'autorisation des pouvoirs centraux pour la séparation d'une région. La Cour internationale, sur la base de l'article 2 et l'article 1 de la Charte des Nations Unies, a donné son accord. Et dans sa décision du 22 juin 2010, a dit ceci: aucune interdiction commune sur la déclaration unilatérale d'indépendance ne découle pas de la jurisprudence, de la pratique de l'ONU. Et ensuite, le droit international ne contient aucune interdiction applicable sur la déclaration d'indépendance. On ne saurait être plus clair. Je n'aime pas faire de citations, mais je ne peux pas me retenir. Encore une citation d'un document officiel. Cette fois-ci, c'est le mémorandum écrit du 17 avril 2009, des mémorandums des USA présentés en cette Cour internationale lors d'une audience relative au Kosovo. Je cite à nouveau: les déclarations d'indépendance peuvent, et c'est souvent le cas, être en désaccord avec la législation intérieure d'un pays, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il y ait violation du droit international. Fin de citation. Ils l'ont écrit eux-mêmes. Ils l'ont fait savoir au monde entier et ils ont mis tout le monde à genoux et maintenant, ils s'indignent. Mais de quoi? Les activités, les décisions de la Crimée sont parfaitement conformes à cette instruction qui a été donnée. Ce que les Albanais au Kosovo peuvent faire, sauf le respect des Albanais, est interdit aux Criméens et aux Tartares de Crimée. Mais pourquoi? Toujours, les USA et l'Europe nous disent que le Kosovo est un cas à part. Mais en quoi est donc cette exception? Ils disent que lors du conflit au Kosovo, il y a eu beaucoup de victimes humaines. S'agit-il d'un argument juridique relatif au droit international? Il n'y a aucune mention de ce fait dans les décisions de la Cour pénale internationale. Et là, ce n'est même plus une politique du deux poids, deux mesures. C'est un cynisme fondamental. On ne peut tout de même pas tout tourner dans l'intérêt de ses propres intérêts. Justement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'une chose est blanche et le lendemain dire qu'elle est noire. Est-ce que ça voudrait dire
qu'il faut, dans tout conflit, attendre qu'il y ait des victimes. Je vous le dis ouvertement, si les milices citoyennes en Crimée n'avaient pas pris à temps le contrôle de la situation, il aurait pu y avoir des victimes là-bas aussi. Et Dieu merci, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu en Crimée un seul conflit armé, une seule interaction armée. Il n'y a pas eu de victimes. Pourquoi cela, à votre avis? La réponse est simple. Parce que c'est difficile de faire la guerre au peuple et à sa volonté. C'est difficile, c'est même impossible. Et dans ce contexte, je tiens à remercier les militaires ukrainiens, qui sont nombreux, c'est 22 000 personnes en armes. Je tiens à remercier ces militaires ukrainiens qui ne se sont pas souillés de sang et qui n'ont pas voulu se laisser entraîner dans un conflit sanglant. Bien sûr, il y a d'autres idées. Dans ce contexte, on parle d'une intervention russe en Ukraine, on parle d'agression. C'est assez étrange. Je ne me souviens pas d'une seule intervention dans l'histoire qui se soit déroulée sans victime et sans un seul coup de feu qui ait été tiré. Drôle d'intervention. Chers collègues, la situation en Ukraine reflète comme une goutte d'eau ce qui s'est déroulé, la situation dans le monde au cours de la décennie passée. Après la disparition du monde bipolaire, c'est la stabilité qui a disparu. Les institutions de maintien de la paix se dégradent. Nos partenaires, avec les États-Unis en tête, se réfèrent dans leur politique étrangère non pas au droit international, mais au droit du plus fort. Ils ont foi en leur exception. Ils croient qu'ils sont uniques et qu'ils ont le droit de déterminer le destin du monde et qu'ils sont les seuls à avoir toujours raison. Ils n'en font qu'à leur guise. Ils utilisent la force, ici et là, contre des États souverains. Ils bâtissent des coalitions selon le principe qui n'est pas avec nous et contre nous. Pour une prétendue légitimité, ils extorquent des résolutions aux organisations internationales et quand ils ne peuvent pas le faire, ils ignorent tout simplement le Conseil de sécurité et l'ONU dans son ensemble. C'est ce qui s'est passé en Yougoslavie en 1999. Vous vous en souvenez bien. C'était difficile à croire. On avait du mal à croire ses yeux. Mais à la fin du XXe siècle, l'un des pays européens avait été bombardé pendant des semaines. Belgrade avait été bombardé et ensuite une véritable intervention a eu lieu. Est-ce qu'il y a eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant de tels agissements? Non. Ensuite, on a eu l'Afghanistan. Il y a eu l'Irak. La Libye, où la résolution du Conseil de sécurité avait été enfreinte. En dépit d'une zone de non-survol, des bombardements ont commencé en Libye. Il y a eu tout un nombre de révolutions de couleur dirigées. Il n'est guère surprenant que les personnes qui vivaient dans ces pays en ont eu assez de la tyrannie et de l'absence de perspective. Mais ce sont des sentiments qui ont été dévoyés, manipulés. On a imposé des normes à ces pays qui ne correspondaient pas à leur mode de vie, à leur tradition, à leur culture. Et le résultat que nous voyons à la place d'une démocratie, de la liberté, c'est la violence et le chaos. À la place du printemps arabe s'est installé l'hiver arabe. Et c'est le même scénario qui a eu lieu en Ukraine en 2004 afin d'installer son candidat à la poste de président. On a inventé un troisième tour d'élection qui n'était pas prévu par la loi. La Constitution était littéralement bafouée. Et aujourd'hui, on a utilisé une armée de combattants extrêmement bien préparés et bien armés. Nous comprenons ce qui se passe. Ces agissements visaient l'Ukraine, visaient la Russie aussi, et visaient l'intégration de la Russie dans l'espace européen. Cela arrive à un moment où la Russie est prête, plus que prête, à coopérer avec ses partenaires occidentaux. Nous sommes en faveur d'un renforcement de la confiance, nous sommes en faveur de relations d'égal à égal, ouvertes et honnêtes. Mais il n'y avait pas de mesures réciproques, il n'y avait pas de réciprocité. On était systématiquement grugés. Des décisions étaient prises derrière notre dos. Nous étions constamment mis devant le fait accompli. C'était le cas lorsque l'OTAN s'est élargie à l'Est, avec l'installation
d'unités militaires à nos frontières. On nous répétait la même chose. Cela ne vous concerne pas. C'est facile à dire, cela ne vous concerne pas. C'est ce qui s'est passé avec le développement des systèmes antimissiles. Malgré toutes nos protestations, toutes nos inquiétudes, le processus continue. Il en est de même pour le processus des visas, avec les promesses d'accès équitable au marché. On nous menace aujourd'hui de sanctions, mais nous vivons déjà dans un contexte de restrictions qui portent atteinte à notre économie. Déjà à l'époque de la guerre froide, les États-Unis et les autres pays avaient interdit la vente à l'URSS d'un certain nombre de technologies. Aujourd'hui, formellement, ces listes ont été abolies. Mais ce n'est que formel. De fait, beaucoup de ces interdictions restent en vigueur. Et nous avons, de fait, toutes les raisons de penser que la politique de limitation de la Russie qui a été conduite au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle se poursuit. On essaye de nous acculer dans une impasse. Pourquoi? Parce que nous avons une position indépendante, parce que nous campons sur nos positions, parce que nous appelons les choses par leur nom et que nous ne sommes pas hypocrites. Mais il y a une limite à tout et dans le cas de l'Ukraine, nos partenaires occidentaux ont dépassé la ligne rouge. Ils se sont comportés de façon grossière, irresponsable et non professionnelle. Ils savaient pertinemment qu'en Ukraine et qu'en Crimée, il y a des millions de Russes. À quel point faut-il être dénué d'intuition politique pour, à ce point, ignorer les conséquences possibles de ces agissements? La Russie s'est trouvée à un point où elle ne pouvait plus reculer. Si on serre à outrance un ressort, il finit toujours par se défaire. Et il faut le garder à l'esprit. Il faut cesser l'hystérie. Il faut abandonner la rhétorique de la guerre froide et reconnaître la réalité. La Russie est un acteur entier et indépendant sur l'arène internationale et comme tout autre pays, elle a des intérêts nationaux qu'il faut prendre en compte et qu'il faut respecter. Nous avons de la gratitude en même temps à l'égard de tous ceux qui ont fait preuve de compréhension. Dans le cadre de nos agissements en Crimée, notre réaction à la Crimée, nous sommes reconnaissants au peuple chinois. Les leaders de la Chine voient la situation en Ukraine et en Crimée dans toute sa perspective historique. Nous apprécions également la situation, la position de l'Inde. Et aujourd'hui, je voudrais dire au peuple américain, à la population des États-Unis d'Amérique, ce peuple qui, depuis la déclaration d'indépendance, dit avec fierté que la liberté, pour eux, est la plus grande valeur, la plus précieuse. L'aspiration à la liberté de la population de Crimée n'est-elle pas de même valeur? Comprenez-nous. Je suis sûr que les Européens me comprendront, et les Allemands avant tout. Je vous rappelle qu'au cours des consultations politiques concernant la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Est, des négociations qui se sont déroulées au niveau le plus haut, les représentants de pays qui n'étaient pas tous, loin s'en faut, des alliés de l'Allemagne, ont soutenu la réunification à l'époque. Notre pays à l'époque avait soutenu les Allemands dans leur désir de réunification, alors que nous n'étions pas l'allié de l'Allemagne de l'Ouest. J'espère que vous ne l'avez pas oublié et j'espère que le souhait des peuples russes qui aspirent au rétablissement d'une unité historique, j'espère que vous les soutiendrez, eux aussi. J'en appelle également au peuple ukrainien. Je voudrais sincèrement que vous nous compreniez. Nous ne souhaitons aucunement blesser votre fierté nationale ou vous nuire. Nous avons toujours respecté l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à la différence, je tiens à le dire, de ceux qui ont sacrifié l'unité de l'Ukraine à leurs ambitions politiques. On parle, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont sacrifié l'Ukraine,
prononcent de grandes phrases sur l'unité de l'Ukraine, mais c'est eux qui ont tout fait pour que l'Ukraine se disloque. Et ce conflit civil aujourd'hui, c'est leur responsabilité. Je voudrais que vous m'entendiez, chers amis. Je ne voudrais pas que vous fassiez confiance à ceux qui cherchent à vous faire peur, qui disent que d'autres régions suivront la Crimée. Nous ne voulons pas d'une dislocation de l'Ukraine. En ce qui concerne la Crimée a toujours été une terre pour les Russes, les Ukrainiens et les Tartares de Crimée. Je le dis et je le répète. Je le répète, ainsi qu'il a été pendant des siècles, la Crimée sera une vraie patrie pour tous les peuples qui y ont vécu et qui y vivent. Mais la Crimée ne sera jamais à Bendera et à ses héritiers. La Crimée, c'est notre patrimoine commun et un facteur de stabilité essentiel dans la région. Ce territoire stratégique doit avoir une souveraineté ferme, établie et respectée. Et aujourd'hui, de fait, la seule souveraineté possible, c'est la souveraineté russe. Faute de cela, chers amis, je le dis aux Ukrainiens, je le dis aux Russes, nous tous, Ukrainiens et Russes, risquerions de perdre la Crimée tout de bon, et ce, dans une perspective assez proche. Réfléchissez à ce que je viens de dire. J'attire votre attention qu'on a parlé d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN à court terme. Qu'est-ce que cela voudrait pour Sébastopol et pour la Crimée? Quand Sébastopol, ville russe de toujours, il y aurait la flotte de l'OTAN. Tout à fait réel. C'est quelque chose qui aurait pu avoir lieu si le référendum en Crimée n'avait pas été ce qu'il a été. Et je remercie les habitants de Crimée pour cela. À ce propos, je tiens à dire que nous n'avons rien contre une coopération avec l'OTAN. Nullement. Mais l'OTAN reste une alliance militaire. Quoi qu'on en dise, nous sommes simplement contre la présence tout à fait libre d'une alliance militaire à nos portes ou sur nos territoires historiques. J'aurais du mal à m'imaginer qu'on irait à Sébastopol rendre visite aux marins de l'OTAN. Ce sont des gars très sympas, mais je préférais qu'ils viennent, eux, nous rendre visite à Sébastopol que l'inverse. Je vous le dis ouvertement, ce qui se passe en Ukraine nous fait mal au cœur. Les gens souffrent, ils ne savent pas comment ils vont vivre, quel sera leur destin demain. Et notre préoccupation est bien compréhensible. Nous sommes plus que des voisins proches. Comme je l'ai déjà dit et répété, nous sommes un seul peuple. Kiev est la mère des villes russes, selon l'expression consacrée. Nous avons tous nos racines dans l'ancienne Russie historique et en aucun cas nous ne saurions nous passer les uns des autres. Et je dirais encore une chose, il y a toujours eu des millions de Russes, de russophones, de citoyens russes en Ukraine. Ils continueront à vivre en Ukraine et la Russie continuera à préserver leur intérêt par les mesures politiques, diplomatiques. Mais avant tout, c'est l'Ukraine elle-même qui doit être intéressée à garantir les intérêts de ses populations. C'est le gage de la stabilité de l'État ukrainien et de son intégrité territoriale. Nous voulons être amis avec l'Ukraine, nous voulons qu'elle soit un État fort, souverain, autosuffisant. Pour nous, l'Ukraine est l'un des partenaires principaux de la Russie. Nous avons nombre de
projets communs, des projets qui seront un succès, j'en suis sûr. Je voudrais la paix et la concorde sur le territoire ukrainien et je suis tout à fait prêt à soutenir le peuple ukrainien dans ses aspirations. Mais je le répète, seuls les Ukrainiens eux-mêmes pourront remettre de l'ordre chez eux, dans leurs maisons. Chers habitants de la Crimée, chers habitants de Sébastopol, la Russie entière a admiré votre courage, votre dignité. C'est vous qui avez décidé du destin de la Crimée. En ces jours, nous avons été plus proches que jamais. Nous nous sommes soutenus les uns les autres. Il y avait un véritable sentiment de solidarité. Et c'est dans des moments charnières, des moments historiques comme celui-ci, que la maturité d'une nation est éprouvée et que sa force spirituelle se juge. Le peuple russe a fait preuve de cette force d'esprit. Le peuple russe a soutenu ses concitoyens. La fermeté de la Russie dans sa position étrangère reposait sur la volonté de millions de personnes, sur une union de la population, sur le soutien des forces civiques et politiques. Et je souhaite remercier tous, sans exception, pour ce patriotisme évident. Ce qui est important maintenant, c'est de rester unis pour résoudre les défis auxquels la Russie fait face. Évidemment, nous continuerons à faire face à une opposition à l'extérieur, mais nous devons savoir, nous devons décider pour nous-mêmes si nous sommes résolus à faire respecter, à poursuivre nos intérêts nationaux ou si nous allons continuer à nous résigner, à abandonner ces intérêts. Des politiciens, des hommes politiques de l'Occident nous menacent non seulement de sanctions, mais aussi de troubles à l'intérieur. Sur quoi comptent-ils? Sur des traîtres à l'intérieur du pays ou sur une dégradation de l'état économique en Russie qui susciterait un mécontentement populaire? Pour nous, ce genre de déclarations sont manifestement irresponsables et agressifs et nous réagirons à ce genre de déclarations de la façon adéquate. Nous-mêmes, nous ne chercherons jamais la confrontation avec nos partenaires, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour bâtir des relations civilisées, des relations de bon voisinage, ainsi que cela doit se faire dans le monde d'aujourd'hui. Chers collègues, je comprends les Criméens qui ont posé la question très clairement au référendum. La Crimée devait-elle rejoindre la Russie ou rejoindre l'Ukraine? On peut dire aujourd'hui avec certitude que les leaders de la Crimée et les députés, en formulant ces questions, se sont élevés au-dessus des intérêts personnels, des intérêts de faction, et se sont fondés sur les intérêts principaux des habitants de la péninsule. Toute autre forme de référendum, si attirante qu'une autre variante aurait pu paraître, par la force des conditions économiques, culturelles, démographiques de ce territoire, aurait été temporaire, précaire et infondé. Il aurait contribué inévitablement à aggraver la situation en Crimée et à nuire à la vie des Criméens. La question a été posée de façon droite et sans circonlocution. Le référendum s'est déroulé de façon pacifique, claire, convaincante. La population a exprimé sa volonté de façon absolument univoque. La Crimée veut être avec la Russie. La Russie, elle, s'apprête aussi à prendre une décision qui n'est pas facile au vu des différents facteurs externes et internes. Quelle est aujourd'hui l'opinion de la population russe? Comme dans toute société démocratique, il y a différentes opinions, mais la majorité absolue, je le souligne, la majorité absolue a une opinion univoque. Les sondages qui ont été organisés en Russie récemment montrent que près de 95% de la population russe est convaincue que la Russie doit protéger les intérêts des Russes et des autres ethnies qui vivent en Crimée. 95%.
Plus de 83% sont persuadés que la Russie doit le faire même si cela venait à nuire à nos relations avec d'autres États. 86% de nos habitants sont persuadés que la Crimée reste et a toujours été un territoire russe. Et un chiffre très important, tout à fait pertinent dans le contexte de la Crimée, près de 92% se prononcent en faveur du rattachement de la Crimée à la Russie. On voit donc que la majorité de la population de Crimée, que la majorité absolue de la population de la Fédération de Russie sont en faveur d'une réunification, du rattachement de la Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie. Il s'agit désormais de prendre une décision politique pour la Russie. Cette décision politique ne saurait se baser sur rien d'autre que la volonté du peuple, car seul le peuple est la source, le fondement de tout pouvoir. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de la Fédération, mesdames et messieurs les députés de la Douma d'État, mesdames et messieurs les citoyens, mesdames et messieurs les habitants de Crimée et de Sébastopol, aujourd'hui, sur la base du référendum qui s'est déroulé en Crimée, sur la base de la volonté du peuple, j'introduis au sein du Conseil de la Fédération un projet de loi sur l'adhésion de 2 nouveaux sujets de la Fédération au sein de la Fédération de Russie, de la Crimée et de la ville de Sébastopol. Et je demande de ratifier l'accord déjà préparé pour l'entrée de la Crimée au sein de la Fédération de Russie. Je ne doute pas de votre soutien, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, la cérémonie de la signature se déroulera dans quelques minutes. Merci de rester à vos places. Si vous nous rejoignez, il est 12h50. Au lendemain des sanctions européennes, très long discours de Vladimir